Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors, aujourd'hui, je débriefe la traversée avec Jean-François Noubel, l'interview. Et ce coquin, il a réussi à me faire parler beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, je me fais un devoir ou une ligne directrice d'être plutôt celui qui pose des questions, mais pas celui qui parle. Et je me suis réécouté, mais je parle au moins 30% du temps. Jamais, je crois que j'avais fait une émission dans laquelle je parlais autant, dans laquelle je suis l'intervieweur et non pas l'interviewé. Et donc, Jean-François, je retiens qu'il faut que je sois plus vigilant avec toi la prochaine fois. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la présence à soi, la présence au monde. Et puis mélanger aussi, parce que j'ai bien aimé son idée de conscience de soi et peur de soi dans la conscience de soi. Donc la peur de soi. Et puis le deuxième sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est notre état interne, en miroir de notre état de conscience. Ce flux et reflux qui se font entre l'état interne et l'état de conscience. Et puis le troisième sujet, c'est d'aborder comment on va laisser émerger ce qui est en nous. Qu'est-ce qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas? Le quatrième point, qui était un des points fondateurs aussi chez Jean-François, c'est les architectures invisibles et leur place. Par exemple, la langue pense pour nous. Est-ce que vous en avez conscience? Et le cinquième point, c'est d'être agissant tout en étant cohérent. Agissant en étant cohérent. Et bien sûr, je vais débriefer d'autres passages de l'interview que j'ai eue avec Jean-François Noubel. Et comme d'habitude, vous retrouverez un compte en fin d'épisode. Ce compte s'appelle 2 pointures en dessous, que vous pouvez retrouver d'habitude dans le livre Mission Joie. Et les 3 citations qui vont nous porter durant cette traversée sont les suivantes. Toute chose perdue peut être retrouvée. Toute chose perdue peut être retrouvée. Sauf le temps. Sauf le temps. Ayant compris cela, nous devrions vivre chaque instant en conscience, disait Ama. Si vous avez fait un bon câlin, choisissez Ama. Quand tu ne sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. C'est un proverbe togolais, je crois. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et la dernière, qui est directement en lien avec ce que nous a dit Jean-François, je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas passer derrière la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, postule la conscience, nous disait Max Planck. Ça devait être au début du siècle encore d'avant, du XXe. Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas passer derrière la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, postule la conscience, nous disait Max Planck. Voilà, ce sont les 3 citations qui vont nous accompagner aujourd'hui. Et bien sûr, on va parler de la conscience, parce que c'est le sujet numéro 1 pour moi, et donc de la présence à soi, la conscience que nous avons du monde. Et qu'est-ce qu'on peut... Quand on parle de présence à soi, de quoi parle-t-on? Quand on parle de la présence au monde, de quoi parle-t-on? Je me suis aperçu que souvent, beaucoup de gens croient être présents quand ils sont effectivement présents, dans le sens présent, et j'ai répondu à l'école que j'étais présent, mais dans la seconde après, je ne le suis plus. J'écoute juste mon tour pour être sûr d'être présent et de pouvoir dire que je le suis, mais au fond, je ne le suis pas. Et donc cette capacité de présence à soi, capacité de présence à l'autre, dans l'écoute,
ou quand je suis de présence à moi, de l'écoute à moi, quel intérêt? Pourquoi on devrait développer cette présence à soi? Déjà parce qu'en fait, il n'y a que vous qui vivez, et sinon c'est je sais pas quoi, un simulacre de vous, quelque chose qui n'est pas vous, une sorte d'avatar, je ne sais quoi, mais qui n'est pas vous. C'est-à-dire qu'en fait, sans la conscience, et je dis souvent que quand on est en difficulté, la conscience prend le siège du passager. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là sur la place du passager et vous attendez que quelqu'un d'autre conduise, prenne les décisions. Et en fait, il n'y a personne puisque la conscience est sur le mauvais siège. Donc plus personne ne conduit. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Et quand ça fonctionne, habituellement, eh bien en fait, soit dans le processus de l'inconscience, il y a des automatismes qui se font tout seuls, soit la conscience est présente et elle fait le travail. La prise de décision, par exemple. Et donc la présence à soi va nous aider à développer la conscience. La présence à soi va nous aider à développer la conscience chez l'autre. La conscience à soi ou la conscience au monde va nous permettre d'échanger, de vivre vraiment cette vie-là, pas une autre. Cette vie-là, là, maintenant. On parle souvent du moment présent, et en fait, l'intérêt d'être présent à ce moment-là, c'est de se rappeler qu'il n'y a qu'une chose qui vous appartient, c'est le temps. Rien d'autre. Le reste, c'est une vue de l'esprit. Alors que le temps, ça nous appartient. Et plus on grandit dans l'âge, plus le temps passe, là je parle de la durée, plus effectivement je peux prendre la conscience du temps qui s'est exprimé à travers moi, que j'ai exprimé à travers mes actes, à travers mes pensées, à travers ce que j'ai vécu, et peut-être même à travers un champ de conscience qui peut être plus ou moins développé. Donc l'intérêt pour moi, c'est la présence à moi augmente la qualité de la vie que j'ai, augmente l'intensité de la vie que j'ai. Sans cela, c'est fade. Pour moi, c'est comme regarder une émission en croyant que je suis dans cette émission. Non, je ne fais que la regarder. Je suis spectateur de ma vie et non pas acteur. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris le point. Mais le point que je voulais rajouter, ou le point d'orgue sur lequel je voulais passer un peu de temps aussi, c'est la peur. La peur de découvrir qui on est quand on est présent à soi. La peur de découvrir qui on est quand on est présent à l'autre. La peur d'embarrasser, de mettre en difficulté, la honte, la peur des autres émotions qui pourraient ne pas me convenir. Et c'est cette difficulté-là qui fait que souvent on s'échappe de la présence. Il y a une sorte de gêne, une sorte de manque de... Enfin, une grande pudeur qui m'empêche d'être présente à moi-même. Mais en fait, cette pudeur qui m'empêche de parler de mes sentiments, peut-être, ne devrait pas m'empêcher d'être présent à moi. Alors, comme je le dis souvent, à bon entendeur, salut. Le point suivant, c'était de notre état interne, en miroir de notre état de conscience. Donc on parlait tout à fait de la présence à soi. Si maintenant je prends conscience que mon état interne, si je suis présent à moi, je vais prendre conscience de mon état interne. Mon état interne, c'est ce qui va me permettre de réussir ce que je réussis déjà. En gros, quand je réussis quelque chose, mais que je ne sais pas comment je l'ai fait, je ne peux pas le reproduire. Ce qu'on appelle la chance du débutant, par exemple. Parce que je me suis mis aucun stress, j'ai regardé les autres faire, je fais le geste, je sais pas, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai joué au bowling, j'ai fait un strike. Ouais, mais j'en ai pas fait à chaque fois que j'ai rejoué, ça c'est pas vrai. Donc, comment on fait pour qu'à un moment donné, on développe autre chose de nous, pour qu'au fond, on rende facile, simple, quelque chose qui peut être difficile dans la répétition. Et donc cet état interne, c'est ce que je fais travailler quand je faisais travailler les sportifs de haut niveau en préparation mentale, c'était de qualifier mon état interne qui est celui qui est l'état interne de réussite. Une fois que je l'ai découvert, une fois que je l'ai clairement identifié, s'il y en a plusieurs états internes qui amènent à cette réussite ou à ces niveaux de réussite, peu importe, voire même à un état de grâce, donc quelque chose qui fait que je suis au-delà de quelque chose que je sais faire habituellement, eh bien je vais pouvoir le reproduire. Mais souvent l'erreur, c'est de croire que c'est le geste que j'ai répété des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, comme une posture. Oui, mais en fait,
Si je n'ai pas le bon état interne, il ne produit pas le même effet. Ça, c'est une incompréhension pour beaucoup d'entre nous. Ce que je veux dire par là, je veux vraiment que vous m'écoutiez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est votre état interne qui conduit à la réussite. Si vous savez exactement dans quel état interne vous êtes quand vous réussissez, reproduisez cet état interne et vous avez une grande chance de refaire le même geste. Exactement. Et si vous l'avez fait en plus des centaines de fois, voire des milliers de fois, et si vous êtes un virtuose des dizaines de milliers de fois, alors ne vous occupez que de l'état interne, le reste va venir tout seul. Et si je prends conscience donc de ce flux et reflux que j'ai, de la non-conscience de mon état interne, bien, dès que ça dysfonctionne, je devrais juste m'occuper de dans quel état interne je dois revenir. Par exemple, moi je me mets dans un état interne particulier quand j'écris. Et bien dès que je le fais pas, j'écris pas. J'ai pas envie, je fais autre chose. Mon esprit va pas à l'essentiel, ma pensée est lente. Ou alors, au contraire, elle s'agite dans tous les sens. Dès que je change mon état interne, je me mets dans une sorte de calme, de vide même. J'utilise des respirations, un peu des respirations qu'utilisent les apnéistes, dont une que j'ai piquée à Néry. Voilà, je trouve que changer mon état interne pour revenir présent à vous. Alors donc là, si vous vouliez revenir présent à vous, dans quel état interne? Par exemple, vous détendre. Si je prends conscience de ma respiration là maintenant, je peux accentuer, souffler toujours, vider, utiliser ma glotte pour faire un processus d'aspiration, et puis détendre. Et si je détends profondément, je vais détendre en fait en même temps aussi bien sûr mon diaphragme, je vais détendre mon diaphragme. Et quand je vais détendre mon diaphragme, je vais aussi pouvoir détendre en fait le nerf vague qui passe par là et avoir un sentiment de détente profonde. Ça, si vous l'avez déjà expérimenté, ou à chaque fois que vous l'expérimentez, eh bien, à chaque fois, c'est une possibilité d'être mieux présent à moi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet état interne et associé à ça, l'état de conscience. Le troisième point, c'était de laisser émerger ce qui est en nous. Laisser émerger ce qui est en nous. Pourquoi laisser émerger ce qui est en nous? Parce qu'en fait, au fond, si, comme je disais dans la notion de présence à soi, si je laisse émerger, ça veut dire que j'accepte qu'il y a des choses en moi qui sont prêtes à s'exprimer, comme ma personnalité par exemple. Et si je prends conscience que c'est prêt à s'exprimer là, maintenant, c'est ça qui va pouvoir naître. Mais souvent, je n'ai pas d'idée, puisque ça fait longtemps que c'est caché, enfoncé dans le noir, dans la pénombre, et que j'ai mis en lumière des codes que je reproduis, des masques que je mets, plutôt que ce qui est derrière. Et donc, laisser émerger, c'est laisser vous autoriser à laisser naître ce qui est déjà là. C'est reconnaître, naître à nouveau. Et reconnaître des choses qui sont en vous. Ça peut paraître un peu philosophique ou ça peut paraître un peu peut-être compliqué pour certains d'entre vous, mais je vous invite à laisser émerger, c'est-à-dire à laisser du temps, comme exactement comme quand vous avez perdu quelque chose et que vous remuez la vase, eh bien il faut laisser du temps pour que la vase se redépose et puis que vous puissiez avoir à nouveau l'objet que vous aviez perdu. Eh bien ça sera à peu près ça. Laissez reposer ce qui est en vous pour que vous puissiez découvrir ce qui est là encore. Ou comme disait Rumi, je tapais sur la porte et je criais qu'on me laisse sortir. Jusqu'au moment où j'ai compris que j'étais à l'intérieur, que c'est moi qui avais les clés et que je m'étais enfermé avec. C'est souvent nous qui fermons la porte. C'est souvent nous qui n'avons pas conscience que nous avons les clés pour ouvrir les fenêtres ou les portes. Et donc si je développe je laisse émerger ce qui est, je vais pouvoir savoir davantage qui je suis, le potentiel de qui je suis. Alors entre la conscience et ce que je viens de vous dire, c'est aussi un moyen pour développer ce qu'on appelle sa puissance personnelle. Je me suis souvent posé la question de pourquoi les gens ne développaient pas leur puissance personnelle, et je ne parle pas seulement de la puissance dans le sens physique du terme, bien sûr. Il y a 4 grandes énergies, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie psychique et l'énergie spirituelle. Donc dans toutes ces énergies, il y a de la puissance.
D'accord? Et donc, si j'ose, comment dirais-je, mélanger par exemple le féminin et le masculin en moi, autre chose que simplement des genres, hein. Je parle d'aptitude, de la souplesse ou de la vitesse mélangée à de la force ou à de la fulgurance. D'accord, ok? Et donc c'est ces choses que je vais apprendre à multiplier, à faire fonctionner ensemble, c'est ça la puissance, la multiplication des deux, eh bien je vais pouvoir augmenter mon potentiel. Et donc il faut que je laisse émerger en moi cette subtilité, cette finesse, d'accord, ou ce potentiel de force, qui n'est pas que de la force physique. Et ça va développer votre puissance personnelle. Hein, c'est notamment ce qu'on travaille quand on part avec des entrepreneurs aux éléphants. C'est ce que, voilà, en Thaïlande, eh bien, j'emmène des groupes pour vivre cette expérience qu'est la puissance personnelle. Alors, on va revenir aux architectures invisibles. Les architectures invisibles et puis les places qu'elles prennent dans notre vie. Alors, il y a plein d'architectures invisibles. On parlait avec Jean-François notamment du langage, mais bien sûr, comment vous disposez une pièce, comment nous nous retrouvons dans cette pièce, qui est à quelle place, si vous vous mettez devant, sur une estrade. Tout ça, ce sont des choses, des architectures visibles, mais qui vont bouger la manière dont les gens vous perçoivent. Là, je fais toujours cette expérience, enfin pas toujours, mais des fois je m'amuse quand je m'arrive d'arriver dans un endroit dans lequel on m'a demandé d'organiser la salle, et puis la salle n'est pas du tout organisée, comme je le souhaitais. Par exemple, j'ai eu ça récemment pour une conférence, et j'étais dans une salle que je dirais comme une salle de classe. Et il y avait des tables, et les gens étaient derrière des tables, alors que dans le mode conférence, normalement, j'ai pas de table, j'ai que des chaises, avec des gens qui vont s'asseoir dessus. Là, il y avait des tables dans une salle, et donc les gens se retrouvaient derrière des tables. Alors, je leur ai demandé de faire quelque chose de particulier, puisque j'ai mis des feuilles sur chacune de ces tables, puisque je ne pouvais pas changer les tables. Et j'ai demandé à l'hôtel qui nous recevait de mettre donc il donnait une publicité donc avec un petit carnet, un petit bloc de pages et un crayon. Et à peine les gens sont arrivés, je leur ai demandé la chose suivante. Pouvez-vous mettre votre nom en haut à droite, en haut à gauche, pardon, et la date à droite? Et dans la seconde où j'ai demandé ça, j'ai vu tous les gens qui se mettaient à redevenir des enfants, qui redevenaient à l'école. Et j'avais essentiellement des dirigeants et des managers dans cette assemblée, de 150 personnes à peu près. Et c'était impressionnant à quel point, inconsciemment, ces schémas nous ont marqués au point que dans la seconde où je pose des questions qui ressemblent à des schémas d'un professeur en classe primaire, eh bien les gens retrouvent des logiques. Le langage, ou la langue pense pour nous, nous disait Jean-François. Ça veut dire autrement que les codes, la manière dont on réfléchit, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de prendre conscience que quand vous réfléchissez dans votre langue maternelle ou dans une autre langue, moi je parle suffisamment bien l'anglais pour réfléchir et penser en anglais. En espagnol, c'est un peu plus compliqué de penser en permanence en espagnol. J'ai tendance à parfois traduire dans ma tête. Alors que quand en anglais, je ne traduis pas, je dis les mots comme si je les disais en français. Eh bien en fait, suivant comment je vais les dire dans cette autre langue, je m'aperçois que je pars ailleurs. Et c'est ce qui m'arrive dans mes conférences, c'est-à-dire que je m'aperçois que je ne peux pas traduire parce que je n'ai pas envie de dire ça. Ça ne sort pas comme ça en anglais. Ça sort autrement. Ça. Et ça m'amène à dire quelque chose d'un peu différent, voire quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire l'exemple que j'ai envie de donner n'est pas le même. Et c'est en ce sens-là que la langue conduit. Elle conduit vos pensées. Et au bout d'un moment, on ne s'aperçoit pas qu'on est déjà, ce système-là nous induit des choses. Donc si j'étais né dans un autre pays, en Allemagne, pardon, donc je parlais allemand, eh bien je serais amené à dire des choses autrement. Et puis a fortiori, si j'étais dans un pays qui est peut-être très différent, avec des langues construites complètement différemment, par exemple mon fils vit au Japon, peut-être qu'en japonais, j'aurais des pensées bien différentes. Alors ça ne veut pas dire que en aucune manière je penserai comme je pense aujourd'hui, parce que j'ai été élevé aujourd'hui comme ça, mais il n'empêche que ça joue fondamentalement.
Donc si une fois que je prends conscience que je vais pouvoir influencer ces architectures invisibles, ou bien les mettre en scène, parce que c'est aussi possible de les mettre en scène, de l'utiliser, comme je me suis amusé à le faire avec ces personnes qui se sont retrouvées derrière des tables et des chaises avec un crayon et noter leur nom en haut à droite ou en haut à gauche. Qu'est-ce que ça change? Donc, qu'est-ce que ça change quand vous mettez en place d'autres architectures? Réfléchissez rien qu'aux architectures visibles, mais comment on se réunit? Est-ce que je mets des chaises? Est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je mets en rond, en arc de cercle, ou est-ce que je me mets en épi? Tout ça, c'est plein de choses qui vont changer la phase dont vous allez parler. Est-ce que vous asseyez toujours au même endroit quand vous êtes dans le conseil d'administration? Voilà, changez les choses. Parce qu'au bout d'un moment, elles induisent des comportements. Elles induisent même des réactions. Et bien sûr que l'endroit où je suis posté dans la salle, et si je vois un paysage, je ne sais pas, qui est de verdure, ou je vois un mur, ben, je ne vois pas la même chose si je suis d'un côté ou de l'autre, et en conséquence c'est très inconscient, on ne regarde pas la même chose. Et on ne peut pas rêver aux mêmes choses. Les architectures nous poussent à voir le monde d'une certaine manière. Donc moi je vous invite à prendre conscience de ça, et puis si vous cherchez à développer ça, bien sûr vous pouvez aller sur le site de Jean-François, il vous donne plein d'exemples de tout ça. Donc pour moi, c'est un point fondamental dans l'intelligence collective. Dès que je prends conscience qu'il y a des choses qui vont influencer ou qui vont, comment dirais-je, biaiser même, on pourrait dire ça, c'est comme des biais cognitifs qui vont biaiser la discussion, eh bien j'essaye de les faire apparaître pour qu'on soit conscient qu'on est dans cet endroit-là particulier. Alors le dernier point, c'était d'être agissant et cohérent. Être agissant et cohérent. Il nous faisait remarquer que être terrien, c'était déjà peut-être suffisant. Mais nous, on est des terriens, donc plus précisément des humains. Donc on a besoin de prendre, on a besoin de tenir. Et on a besoin d'agir, c'est-à-dire mettre en œuvre des choses. Alors pourquoi on agit? C'est souvent parce qu'on a besoin d'influencer notre environnement, mais aussi parce qu'on a besoin de créer. Et la cohérence là-dedans est essentielle. C'est comme si vous faisiez quelque chose où tout le monde dirait ben, en fait ça c'est pas toi. Ça me fait penser à, je sais plus, à un chanteur qui imitait très bien un autre chanteur très connu. Et à un moment donné, c'est sa voix qu'on n'entend, pas celle de celui qui l'imite. Eh bien c'était drôle parce que tous les gens qui étaient là trouver sa voix plus intéressante que celle qu'il était en train d'imiter. Et le retour qu'on était trois à lui faire, c'était de lui dire « Pourquoi tu chantes pas tes chansons? Enfin, avec ta voix. » Et on a vu à quel point, en fait, c'était un masque qu'il portait, c'était plus simple de ne pas être lui. Comme un comédien qui n'est pas lui ou son personnage. Et je pense que c'est aussi intéressant d'amener cette cohérence. Alors on peut être comédien et cohérent, hein, avec soi-même bien sûr. Et on peut être chanteur sans chanter ses propres chansons, bien sûr. On n'a pas besoin d'être les paroliers. Mais la cohérence, c'est d'exprimer ce qu'on est pleinement en étant dans cette action. Et quand je suis dans l'action, je peux m'apercevoir qu'en fait je peux être conduit par ces biais dont je parlais tout à l'heure, mes émotions. Je peux être en réaction, pas en action, en fond. Et donc là, il y aura de l'incohérence plutôt que de la cohérence. Il y a des études intéressantes avec les chevaux, nous on travaille beaucoup avec les chevaux, c'est que les chevaux décèlent tout de suite l'incohérence. Et un des points fondamentaux qu'ils proposent, c'est qu'en fait, si vous mettez des images de personnes, et il pouvait y avoir les odeurs de ces personnes, et bien si on bouge les odeurs, en fonction des images, ils vont regarder l'image qui ne correspond pas. L'incohérence, comme s'ils essayaient de comprendre pourquoi l'image de la peur, ben là c'est pas une tête de peur. Ils ne s'occupent pas du cohérent, parce que le cohérent ça les rassure en fait, c'est ok ça. Mais là il y a un truc bizarre, donc ça attire leur regard. Donc si j'ai une odeur de peur qui est âcre, donc qui sent, hein, d'accord, je ne sais pas si vous savez que la peur ça sent, toutes les odeurs sentent, hein, au fond. Et, enfin, toutes les émotions, pardon, sentent, ont une odeur. Et donc, le cheval sait ça. Et c'est à ça qu'il réagit à vous. Et donc,
ça permet d'être cohérent. Être conscient que je crois que en cachant ma peur, je vais pouvoir continuer. Mais en fait, non, c'est pas en cachant ma peur, c'est en assumant ma peur que ça fonctionne. Ah, je me rappelle, je crois que c'est Geronimo qui disait ça quand on l'avait interviewé, en tout cas un chef indien. Et le journaliste qui l'avait interviewé était tellement content de tout ce que les Blancs apportaient à la civilisation ou aux indigènes, on va appeler ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils les appelaient, aux Indiens. Et la réponse de Geronimo, c'est « Qu'est-ce que j'ai appris des Blancs ?» Ben, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. Alors là, le journaliste était très étonné, il s'attendait à ce qu'il y ait un nombre de choses importantes à dire sur l'avancée de cette civilisation blanche. Et la réponse, c'est vraiment de dire non, on ne peut pas leur faire confiance. Comment faire confiance à des gens qui n'acceptent pas d'avoir peur? Ça veut dire qu'il faut s'en méfier, ils sont toujours en train d'être faux. Et ça, c'est vraiment une grande leçon pour moi. C'est une phrase qui m'a marqué, je l'ai lu ou entendu quand j'étais adolescent, et depuis, j'ai essayé d'être en cohérence avec mes sentiments, mes émotions, qui je suis. Et enseigner ou m'enseigner ce que j'enseigne, m'appliquer ce que je propose dans mes coachings, ce que je propose dans mes formations, et ainsi de suite. Et bien sûr que par moments, quand je dis quelque chose des fois à un élève, à quelqu'un que je coach, je me dis « Ah, Hervé, ça serait pas mal que tu te l'appliques à toi aussi, parce qu'il y a des trucs que je ne fais plus, que je ne pratique plus, ou que quand je le dis, ou quand ça sort là, parce que des fois, et bien sûr, il y a une présence au moment qui fait que vous sortez quelque chose qui est d'une pertinence superbe, et bien c'est de se dire en fait, bah, ça, faut que je me l'applique. Et donc moi j'ai tendance à avoir des petites notes pour me redire encore et encore ce que je peux faire pour être davantage cohérent avec moi-même. Alors je voulais finir par une histoire, un conte qui s'appelle « Deux pointures en dessous ». Juste avant de démarrer le conte, je voulais vous reprendre un point. C'est que si on veut progresser dans les sujets que je viens d'évoquer aujourd'hui, il est essentiel de s'entraîner. Il n'y a pas d'autre moyen. Développer de la conscience, ça s'entraîne. Donc il y a des exercices, j'en ai plein dans mon livre que je vous propose, dans Mission Joie, mais il y a aussi plein de livres, plein de choses que vous pouvez faire pour développer votre conscience. Simplement déjà, développer votre état interne, prendre conscience de mon état interne, le noter. Moi je note comment j'étais, c'est chaud, c'est froid, c'est tendu, c'est dans mon ventre, c'est dans mon cœur, ça s'expanse. Et petit à petit, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous goûtiez des vins, vous allez être de plus en plus précis. Au début, vous dites que c'est du rouge, et l'autre vous dit, bah oui, d'accord, tu peux m'en dire un peu plus, ok. Et à la fin, bah, vous êtes, enfin à la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, au bout d'un moment, vous pouvez dire quel parfum, sans être peut-être aussi précis que quel terroir. Mais petit à petit, on va apprendre en goûtant ou en humant, vous allez trouver la provenance du vin. Et bien en fait, c'est aussi simple que ça. Plus vous allez développer vos états internes, plus vous allez savoir comment vous les créez, ou comment ils viennent, ou à quoi ils sont dus si c'est pas ceux que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc au bout d'un moment, vous allez développer ça. Alors je disais, je vous propose maintenant un conte, le conte habituel de fin de traversée. Deux pointures en dessous. Alors c'est l'histoire d'un employé de banque qui, tous les midis, va se promener. Et on sent toujours que ce personnage est un peu, je dirais, coincé. À vous de mettre le terme que vous souhaitez. Et là, ce jour-là, il a décidé d'acheter des chaussures. Alors il va dans un magasin qui est ouvert le midi. Il repère une paire de chaussures qui est dans la vitrine. Il rentre et il dit « Je veux cette paire de chaussures-là en 42 ». Alors le vendeur le regarde et lui dit « Ah, très bien pour cette chaussure, il n'y a pas de problème, mais vous, c'est pas du 42 ». Et le client, l'employé de banque, insiste. « Si, du 42, du 42. Je connais bien la pointure, du 42 ». Le commercial, le vendeur, on va dire,
Il n'y croit pas. Alors il va chercher un chausse-pied, il va chercher le moyen de mesurer les pieds, vous voyez, ce système qui mesure la distance, la taille du pied, et à peine la personne a enlevé son pied de la chaussure, il lui prend le pied, il le mesure, il fait « Ah, je le savais, 43, 43 ! Vous voyez, c'est pas du 42, c'est du 43 pour vous. » L'autre, il dit « Je suis le client ou pas ?»« Oui, bien sûr, bien sûr. Et je vous demande du 42. » « Ah, alors c'est pas pour vous, alors c'est ça. Parce que vous c'est du 43. » « Non, non, je veux mettre une paire de chaussures de 42. Est-ce que vous pouvez aller me chercher une paire de chaussures de 42 ?» Alors le vendeur s'exécute, il ne comprend pas, il a la mine déconfite, il regarde les autres en disant « C'est quoi ce client ?» Et il va chercher une paire de chaussures de 42. Mais bien sûr, il revient avec aussi une paire de 43. Parce qu'il est tellement persuadé que c'est celle-là qu'il lui faut. Donc il amène la 42 et puis il lui dit au cas où, hein, bon, j'ai amené une paire de 43, mais j'ai bien compris, vous ne voulez pas l'essayer. D'accord. Et là, il est encore plus embêté quand il voit la tête que fait le client, malgré le chausse-pied, malgré tout ce qu'on peut essayer de faire. Eh bien, le client a mal dans ses chaussures. Mais il insiste pour marcher avec dans le magasin, pour aller les regarder, et finalement dire au vendeur, malgré le fait qu'il souhaitait lui proposer la paire de 43 à essayer, eh bien de prendre simplement celle de 42, d'aller à la caisse et de la régler. Arrivé à la caisse, il règle la paire de chaussures et il s'en va. Le commercial ne comprend pas. Il regarde les autres, il a vu cette histoire absolument dingue. L'histoire se poursuit en arrivant à la banque. En arrivant à la banque, bien sûr, il reprend son travail et toute la journée, il va garder cette paire de 42 au pied. Mais définitivement, elles sont trop petites. Elles font mal. Et donc toute la journée, toute l'après-midi, au comptoir, ils sont deux, son ami lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Tu es tout le temps en train de bouger et tu as l'air d'avoir mal. C'est ces chaussures, il y a un truc qui ne va pas. » Et il dit « Oui, c'est ces chaussures, bien sûr. » Mais pourquoi ces chaussures, tu viens de les acheter? Oui, mais j'ai acheté du 42 alors que je fais du 43. Mais alors, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Mais c'est dingue, si tu dis 43, tu le sais, pourquoi t'as acheté du 42? Il n'y en avait plus. T'as voulu essayer un truc? Je comprends pas. Non. Parce que tu vois, rien que d'y penser, quand je vais les enlever, je me dis comment je vais être bien. Alors il y a des gens qui sont un peu tordus comme ça. Je ne sais pas si vous en faites partie. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'essaye d'être en conscience de ce qu'il me faut, de ce qui me convient, plutôt que de me laisser abîmer par des chaussures trop petites, par une vie trop petite, par des circonstances qui ne me conviennent pas. Prenez conscience de ce qu'il vous faut et trouvez chaussures à votre pied. Pas seulement avec les personnes qui sont autour de vous, mais bien sûr avec ce que vous devez vivre, votre travail, vos activités. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.